10 jours dans un asile, un reportage de Nelly Bly. Note de l'éditeur. Engagée en 1897 au journal New York World du célèbre Joseph Pulitzer, Nelly Bly se voit confier une mission pour la moins singulière, se faire passer pour folle et intégrer un asile, le Blackwell's Island Hospital, à New York. Intrépide, courageuse et soucieuse de dénoncer les conditions de vie des laissés pour compte, elle accepte le défi et endosse le rôle. Après une nuit de répétition, l'illusion est parfaite. Un jury de médecins se prononce pour son internement. Elle reste 10 jours dans l'hôpital et en tire un brûlot. D'abord publié en feuilleton, ce reportage undercover met en lumière les conditions épouvantables d'internement des patientes ainsi que les méthodes criminelles du personnel. Suite à la publication de ce morceau de bravoure, les fonds alloués aux hôpitaux psychiatriques furent augmentés d'1 million de dollars et une réforme des asiles lancée. L'œuvre de Nelly Bly, jusqu'alors inédite en France, marque la naissance du journalisme dit infiltré et préfigure les luttes pour l'émancipation des droits des femmes. La présente édition est suivie de 2 articles, Dans la peau d'une domestique et Nelly Bly, esclave moderne. La publication de 10 jours dans un asile constitue le premier volume de l'édition complète des reportages de Nelly Bly par les éditions du Sous-sol, suivront le tour du monde en 72 jours et 6 mois au Mexique. 10 jours dans un asile. Introduction. Suite à la publication dans le World du récit de mes mésaventures à l'asile d'aliénés de Blackwell's Island, j'ai reçu plusieurs centaines de lettres. Le numéro contenant mon témoignage étant épuisé, on m'a conseillé d'y consacrer un livre pour les lecteurs qui souhaiteraient en obtenir une copie. Par bonheur, après mes révélations sur ce sujet, la ville de New York a alloué 1 million de dollars supplémentaires à la prise en charge des malades mentaux. Je puis donc me réjouir d'au moins une chose. Grâce à mon travail, les affligés bénéficieront de meilleurs soins. Nelly Bly. Une mission délicate. Le 22 septembre 1897, le World me donna pour mission de me faire interner dans l'un des asiles de fous de New York. Mon rédacteur en chef, Joseph Pulitzer, souhaitait que je décrive en termes simples et directs les soins apportés aux patientes, les méthodes de la direction, etc. Mais avais-je les nerfs suffisamment solides pour supporter pareille épreuve? Serais-je capable de me faire passer pour folle auprès des médecins, d'évoluer une semaine entière au milieu de malades mentales sans que les autorités ne découvrent que je ne suis qu'une moins que rien armée d'un calepin? Oui, j'avais foi en mes talents d'actrice et me pensais de taille à feindre la démence d'un bout à l'autre de mon séjour. Pourrais-je passer 7 jours à l'asile d'aliénés de Blackwell's Island? J'en étais convaincue. Et j'ai tenu parole. Je reçus pour seule instruction de me mettre au travail dès que je me sentirais prête. On me demandait d'enquêter sur cette institution, si bien protégée du monde extérieur par des fenêtres à barreaux, des portes verrouillées et une armée d'infirmières à coiffe blanche. Nous n'attendons rien de sensationnel, mais un récit honnête des faits. Distribuez les blâmes et les louanges comme bon vous semble, du moment que vous vous en tenez à la vérité. Et prenez garde à ce sourire que vous affichez en permanence, ajouta mon rédacteur en chef. Je m'en départirai, lui promis-je avant de sortir de son bureau. Dans mon esprit, si je réussissais à franchir les portes de l'asile, ce qui me semblait un exploit en soi, ce serait pour vivre la paisible routine d'un hôpital psychiatrique. Comment pouvais-je imaginer qu'une telle institution soit dirigée en dépit du bon sens et tyranniser ses propres pensionnaires? Les maisons de fous m'avaient toujours intriguée. J'espérais au fond de moi que ces créatures vulnérables y recevaient les meilleurs soins. Je refusais de croire les histoires de maltraitance lues ici ou là, tout en éprouvant le désir secret de les élucider. Je pensais avec effroi à la totale sujétion des aliénés en face de leurs gardiens. Rien ne leur servait d'implorer leur libération si ces derniers en avaient décidé autrement. Une fois ma mission accomplie, comment comptez-vous me faire sortir? Avais-je demandé à mon interlocuteur. Je ne sais pas encore. Je suppose qu'il nous suffira de révéler votre identité et les motifs de votre internement. Mais tentez déjà d'y entrer. Manifestement,
il ne se faisait comme moi guère d'illusions sur la réussite de mon entreprise. Je devais préparer seule les conditions de mon terrible internement. En revanche, Joseph Pulitzer m'attribua le nom d'emprunt de Nellie Brown, dont les initiales coïncidaient avec celles brodées sur mon trousseau, afin de se renseigner sur mon évolution et me porter secours à tout moment. Il existe certes bien des façons de s'introduire dans un asile d'aliénés, mais je n'en connaissais que deux. Je pouvais passer par un tribunal de police ou me faire interner sur la décision de 2 médecins après avoir feint un accès de folie chez des amis. Réflexion faite, il me sembla peu judicieux d'infliger un tel spectacle à des proches et de mêler à mes histoires d'innocents docteurs qui n'avaient rien demandé à personne. De plus, pour me faire interner sur Blackwell's Island, mes amis devaient être sans le sou. Or, malheureusement pour moi, la seule personne pauvre de mon entourage était moi-même. Je mis donc au point un plan ingénieux pour réussir à passer là-bas 10 jours et 9 nuits mémorables. J'endossai l'identité d'une pauvre diablesse atteinte de démence, résolue à ne me dérober à aucun obstacle. Pendant mon séjour à l'asile, je devins le témoin privilégié des traitements réservés aux pauvres aliénés. Et lorsque je jugeai en avoir suffisamment vu et entendu, il me suffit de claquer des doigts pour retrouver ma liberté. Je passai le seuil de l'hôpital psychiatrique avec soulagement et regret. J'étais soulagée de respirer à nouveau l'air libre des cieux, mais regrettais d'abandonner à leur sort des compagnes d'infortune qui avaient assurément tout autant leur tête que moi. Laissez-moi vous dire une chose. Dès mon entrée dans l'asile de Lille, je me suis départie de mon rôle de démente. Je parlais et me comportais en tout point comme d'ordinaire. Mais, chose étrange, plus je parlais et me comportais normalement, plus les médecins étaient convaincus de ma folie, à l'exception d'un homme dont la bonté d'âme et la courtoisie restent gravées dans mon souvenir. Préparatifs de départ. Commençons par le commencement. Après avoir reçu mes instructions, je retournai à ma pension de famille et, à la nuit tombée, répétai le rôle dans lequel je devais faire mes débuts le lendemain matin. Ce n'est pas une mince affaire, pensai-je, que d'apparaître devant mon public et de le convaincre de ma folie. Ne connaissant de près ou de loin aucun aliéné, j'ignorais tout de la manière dont il se comporte. Il faudrait en plus que je me laisse examiner par des médecins spécialisés dans les maladies mentales. La véritable folie était de croire que je pourrais les berner. Je commençais à douter de la possibilité même de ma mission. Mais, comme il me fallait bien l'accomplir, je me plaçai face à mon miroir. Ayant lu en divers endroits que l'on reconnaît un fou à ses yeux hébétés, j'ouvris grand les miens et étudiai un moment mon reflet sans cligner les paupières. Je peux vous assurer que ce spectacle aurait donné la chair de poule à n'importe qui, a fortiori au milieu de la nuit. Pour me rassurer, j'augmentai la flamme du bec de gaz. Le résultat fut décevant. Étrange consolation que de me dire que d'ici peu, je me trouverai loin de cette chambre, enfermée dans une cellule avec une horde d'aliénés. Il ne faisait pas froid dans la pièce. Mais en visualisant pareil tableau, je me pris à frissonner et une suée ruina les bouclettes de ma frange. Quand je ne m'exerçais pas devant le miroir, ni n'imaginais mon séjour à l'asile, je lisais des bribes d'histoires de revenants. Ainsi, quand les premiers rayons du jour chassèrent les ténèbres, me sentis-je prête à m'acquitter de ma mission. Je fis ma toilette en adressant mes adieux à quelques trésors de la civilisation moderne. Ma brosse à dents fut rangée avec tendresse, et lorsque je me savonnai une dernière fois, je murmurai « Nous nous reverrons bientôt, ou non ». J'enfilai ensuite une vieille robe préparée pour l'occasion. L'heure était grave, car il s'agissait peut-être de mes derniers gestes amoureux. En effet, rien ne me garantissait que les efforts déployés pour me faire interner et mon séjour à l'asile n'ébranleraient pas mes nerfs au point que je ne puisse plus jamais rentrer chez moi. Pas un seul instant je n'envisageais pourtant de baisser les bras, et calmement, du moins en apparence, je sortis affronter mon destin. L'idée m'était d'abord venue d'aller dans une pension de famille. J'aurais pu confier à son propriétaire que j'étais à la recherche d'un emploi, avant de simuler quelques jours plus tard un accès de folie. Mais je changeai d'avis et décidai de me rendre dans une pension pour travailleuses. Une fois ses occupantes convaincues de ma folie, aucune ne trouverait le repos tant que je ne serais pas sous bonne garde. J'ouvris donc un annuaire, notai l'adresse de la pension pour femmes au numéro 84 de la 2e avenue et me mis en route. Dans la pension. Ici débute la carrière de Nellie Brown, fille dérangée.
Je descendis la 2e avenue avec l'amour extatique des jeunes filles que l'on voit sur les tableaux intitulés Dreaming ou Far Away. Après avoir traversé une petite cour pavée, je me trouvai face à l'entrée de la pension. Je sonnai une cloche tonitruante comme le carillon d'une église et attendis nerveusement que quelqu'un m'invite à entrer. La porte s'ouvrit brutalement. Une blondinette de 13 printemps, haute comme une botte, apparut sur le seuil. « Est-ce que la propriétaire de la pension est là ?» demandai-je à mi-voix. « Elle est occupée. Allez l'attendre au salon à l'arrière, » tonna la fille, sans qu'aucune émotion transparaisse sur son visage trop mûr. J'obéis à ses instructions abruptes et pris place dans une pièce peu accueillante. 20 minutes s'étaient écoulées quand une femme mince, vêtue d'une robe simple de couleur sombre, s'avança vers moi. « Eh bien, êtes-vous la propriétaire de cette pension ?» dis-je. « La propriétaire est malade, je suis son assistante. Qu'est-ce que vous voulez ? » « S'il vous reste une chambre, je souhaiterais loger ici quelques jours. » « Nous n'avons pas de chambre individuelle. La pension est bondée en ce moment. Mais si ça ne vous gêne pas d'en partager une, je peux vous trouver un lit. » « Je vous en serai reconnaissante. Quels sont vos tarifs ? » J'étais partie avec 70 cents pour tout viatique. 30 cents la nuit, indiqua-t-elle. Je lui remis cette somme, puis la laissai vaquer à son service. N'ayant plus que ma personne pour me tenir compagnie, j'inspectai mon environnement. Autant que j'en puisse juger, ce salon ne respirait pas la gaieté. Outre l'obscurité qui y régnait, son ameublement était fort sommaire. Une armoire, un bureau, une bibliothèque, un orgue et quelques chaises. Voilà tout. À peine m'étais-je familiarisée avec mes nouveaux quartiers qu'une cloche retentit au sous-sol, rivalisant de puissance sonore avec sa sœur accrochée à l'entrée. Aussitôt, des femmes venues des 4 coins de la pension descendirent en colonne l'escalier. C'était selon toute vraisemblance l'heure du déjeuner. Mais comme personne ne m'en avait rien dit, je ne me joignis pas au cortège des affamés. J'espérais en revanche qu'on m'invite à le faire, car le mal du pays et la solitude vous pèsent davantage lorsque vous n'êtes pas conviés à partager le repas d'autrui, et ce, même si vous n'avez pas faim. À mon grand soulagement, l'assistante de la propriétaire me proposa de manger un petit quelque chose avec les autres. J'acceptai, et m'enquis de son nom. Mrs. Stannard. L'écrivis à la dérobée dans mon carnet, dont plusieurs pages étaient déjà noircies d'inepties censées tromper les médecins indiscrets. Avec pareil équipement, j'étais prête à recueillir d'autres informations. Le déjeuner d'abord. Eh bien, je descendis à la suite de Mrs. Stannard, l'escalier en bois qui s'enfonçait vers le sous-sol, où quantité de femmes étaient en train de manger. Elle me désigna une table qu'occupaient déjà 3 pensionnaires. La fille aux cheveux courts qui m'avait accueillie un peu plus tôt faisait à présent office de domestique. Les mains sur les hanches, elle me jaugea et lança mouton ou bœuf bouilli, haricots blancs, pommes de terre, thé, café. Du bœuf avec des pommes de terre, du café et du pain, répondis-je. Le pain est compris, grommela-t-elle en se faufilant vers les cuisines contiguës à la salle de réfectoire. Elle revint bientôt et posa devant moi avec fracas mon déjeuner sur un plateau tout éraflé. Ce plat rudimentaire ne me disant rien qui vaille, j'observais ce qui se passait autour de moi. Je n'ai jamais manqué une occasion de critiquer les oripeaux misérables dont aime à se parer la charité. J'étais censée me trouver dans un foyer pour femmes méritantes. Quelle farce! Le sol était nu et les petites tables en bois prodigieusement ignorantes des atours modernes que sont le vernis, l'encaustique ou les nappes. Et il aurait été vain d'évoquer le prix imbattable de la toile de lin ou son effet salutaire sur la civilisation. On demande pourtant à ces honnêtes travailleuses, ces femmes de courage, de se sentir chez elles dans cet endroit terriblement austère. Une fois leur repas terminé, les pensionnaires s'en allèrent l'une après l'autre régler Mrs. Stannard, qui siégeait à un bureau dans un coin de la pièce. J'acquittai à mon tour des 30 cents indiqués sur la note rouge et défraîchie que m'avait tendue la primitive domestique. Je revins dans le salon glacial et inconfortable. Il me fallait vite entrer dans le vif du sujet, car je ne supporterais pas longtemps cette oisiveté forcée. Cette journée n'en finirait donc jamais. Je coulai des regards résignés aux heureuses pensionnaires qui avaient pu s'asseoir. L'une d'elles lisait en se grattant la tête et grondait de temps en temps à un certain Georgie, sans jamais hausser la voix ni lui jeter un regard. Georgie était un petit gaillard, aux inflexions plus riches que n'importe quel enfant de ma connaissance. Il ne ratait pas une occasion de se montrer grossier, mais sa mère ne le réprimandait que si une pensionnaire le tensait vertement. Une autre femme somnolait, ouvrant un œil quand elle ronflait un peu trop fort.
Je lui étais diablement reconnaissante de ne réveiller que sa personne. En règle générale, les pensionnaires attendaient que le temps passe rivés sur leurs chaises ou trompaient l'attente en tricotant frénétiquement. L'énorme cloche de l'entrée ne laissait aucun repos à la portière. La dernière venue était une de ces filles qui adorent chanter à tue-tête les airs à la mode. À chaque époque son supplice. Toutes étaient à la recherche d'un toit pour la nuit. À l'exception d'une femme de la campagne de passage en ville pour ses emplettes, il s'agissait d'ouvrières ou d'employés qui accompagnaient parfois leur progéniture. Plus tard, aux approches du soir, Mrs. Stannard vient me voir. « Qu'est-ce qui vous chagrine? Auriez-vous des ennuis ?» « Non, lui répondis-je, presque étonnée par sa question. Pourquoi? Oh, ça se voit à votre visage. Il me semble bien triste. Oui, tout est si triste, fis-je, en m'efforçant de prendre un air absent. Allons, allons, il ne faut pas se tracasser. Toutes nos petits soucis. Mais il y a une solution à tout. Quel genre de travail recherchez-vous? Je ne sais pas, je suis si lasse. Est-ce que ça vous plairait de vous occuper d'enfants et de porter une jolie coiffe et un joli tablier blanc? Je portai mon mouchoir aux lèvres pour dissimuler un sourire et répondis, la voix étouffée par le morceau de tissu, que je n'ai jamais travaillé de ma vie. Mais vous devez apprendre, répond-elle vivement. Toutes ces femmes ont un emploi. Vraiment? Fis-je en soupirant. Eh bien, elles sont affreuses, comme les folles à l'asile. C'est vrai, elles sont peu jolies, mais elles ont le cœur à l'ouvrage. Nous n'hébergeons pas de folles ici. Je portai une nouvelle fois mon mouchoir aux lèvres, en songeant qu'avant le lever du jour, elle découvrirait qu'une démente s'était glissée parmi ses brebis. J'ai l'impression qu'elles me veulent du mal. Il y a trop de fous qui courent les rues, trop de meurtres commis et de coupables en liberté. Je terminai cette tirade par un sanglot qui aurait ému le plus blasé des critiques de théâtre. Mrs. Stannard eut un sursaut. J'avais fait mouche. Elle jaillit de sa chaise comme un ressort et murmura précipitamment « Je reviens bavarder avec vous dans un instant. » Je savais que c'était un mensonge. Et de fait, elle n'en fit rien. Quand la cloche annonça le dîner, tout le monde retourna au réfectoire. Le souper ressembla peu ou prou au déjeuner. Moins de choix au menu, mais plus de femmes attablées, car certaines étaient rentrées de leur journée de travail. Après le repas, je me mêlai de nouveau aux autres pensionnaires. Ce fut une soirée terriblement solitaire. La lumière que diffusait l'unique brûleur à gaz du salon et la lampe à huile du couloir nous nimbaient d'une lueur crépusculaire et jetaient un voile bleuâtre sur nos pensées. Pareille atmosphère aurait suffi à faire de moi la candidate idéale pour l'endroit que je convoitais. Mon regard se porta sur deux femmes, l'air plus enclines que les autres à lier conversation. Je décidai de placer mon salut, ou plutôt ma damnation, entre leurs mains. Après les avoir priées d'excuser mon intrusion, je leur avouai que je me sentais bien seule et demandai à me joindre à elles, ce à quoi elles consentirent gracieusement. Le visage défait, portant chapeau et gants, personne ne m'avait demandé de les retirer, je pris place à leur côté et les écoutai de viser, me contentant de les relancer de temps à autre par un oui, un non ou un je ne sais pas. Je me débrouillai pour insinuer que les pensionnaires me semblaient folles, mais aucune d'elles ne sembla y prêter attention. La première, une certaine Mrs. King, venait du sud du pays. Elle crut déceler chez moi l'accent de sa contrée. C'était faux, bien sûr, mais j'acquiesçai. La seconde femme tentait de se renseigner sur les horaires des bateaux à destination de Boston. J'abandonnai mon rôle le temps de la renseigner. Elle me demanda ensuite quel emploi je cherchais et si j'avais déjà une quelconque expérience. Je lui répondis simplement qu'il y avait, selon moi, trop de travailleurs en ce bas monde. Cette femme, qui n'avait pas eu beaucoup de chance dans sa vie, avait dû venir à New York pour trouver un emploi. Elle s'était épuisée en corrigeant les épreuves d'un dictionnaire médical et devait à présent rentrer à Boston. Quand la domestique vint nous prier de rejoindre nos chambres, je déclarai que je préférais encore m'asseoir dans l'escalier. Elle rétorqua d'une voix qui n'admettait pas de réplique. « Il n'en est pas question, tout le monde croirait que vous avez perdu la tête. » Je me laissai conduire à l'étage. Attardons-nous un instant sur ce nouveau personnage, cette correctrice prénommée Mrs. Kane, qui s'apprêtait à retourner à Boston. Sa bonté n'avait d'égal que son courage. Elle vint dans ma chambre pour bavarder et défit mon chignon avec des gestes délicats. Quelques pensionnaires s'étaient attroupés, et chacune allait de son couplet. « Pauvre fêlée, on voit bien qu'elle a une araignée au plafond. Maintenant j'ai peur de rester ici avec elle dans les parages. » Ou encore « Pour sûr, elle nous aura assassinés avant le petit matin. »
L'une d'elles proposa même d'appeler un policeman à la rescousse. Pas une ne voulait se risquer à veiller sur moi. Quand ma camarade de chambrée déclara qu'elle ne dormirait pas à côté d'une folle pour tout l'or des Vanderbilt, Mrs. Kane se dévoua. « Rien ne me ferait plus plaisir, » lui dis-je. Après qu'on nous eut laissés seuls, elle s'allongea tout habillée sur son lit, sans perdre de vue aucun de mes mouvements. Elle me supplia de m'allonger à mon tour, mais je me gardai bien de lui obéir. Je savais qu'une fois sous les couvertures, je dormirais aussi paisiblement qu'un enfant, risquant de tout flanquer par terre, et suivant l'expression populaire. Je restai donc assise sur le rebord de mon lit, le regard perdu dans le héros. Mon infortunée compagne se levait toutes les 5 minutes pour s'assurer que j'allais bien. Elle déclara que mes yeux brillaient d'un éclat fiévreux et me pressa de questions sur mon ancienne adresse, le motif et la durée de mon séjour à New York, et sur 1000 choses encore. Je me bornai à lui répondre qu'une horrible migraine m'avait rendue amnésique. La pauvre femme. Que les ai-je torturées, elle et toutes les autres. Nous étions depuis près d'1 heure dans la chambre quand un hurlement lugubre me fit sursauter. Étais-je déjà arrivée à l'asile? Mrs. Kane se réveilla, l'œil et l'oreille aux aguets. Elle se rendit aussitôt dans la pièce voisine pour questionner ses occupantes. À son retour, elle me raconta l'une d'elles m'avait vu me ruer sur elle avec un grand couteau. Elle s'était débattue et avait poussé un cri qui, par chance, l'avait tirée de ce mauvais rêve. À la fin de son récit, Mrs. Kane se remit au lit, car elle tombait de fatigue malgré toute cette agitation. J'étais moi-même épuisée, mais mon plan bien en tête, j'étais décidée à garder les yeux ouverts afin d'offrir une folle prestation le lendemain matin. Les 12 coups de minuit sonnèrent. Le soleil ne se lèverait que dans 6 heures. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur mortelle, aussi longue que des heures. Le tumulte de la pension et de l'avenue cessa complètement. Craignant de succomber au sommeil, je me mis à remonter le temps. Étrange entreprise, en vérité. On réalise que le plus petit incident ajoute un maillon supplémentaire à la chaîne qui nous rive à notre destin. Je vécus une seconde fois le roman de ma vie et contemplai avec un frisson d'excitation les vieilles amitiés, les joies et les peines anciennes. Je tournai les pages de mon existence, laissant le passé jaillir dans le présent. Mais bien vite, je me préoccupais de mon avenir et du succès de ma mission. Réussirais-je à traverser l'East River et à pénétrer le territoire de mes sœurs en souffrance? Pour y découvrir quoi? Et après, comment sortir? Ils me mettront tout simplement à la porte, pensai-je. Ce fut une nuit intense. Pendant quelques heures, je me trouvai face à moi-même. Le léger chatoiement de l'aube me parvint par la fenêtre. La lumière vira au gris, puis devint plus vive, sans que rien ne vienne troubler le silence régnant à l'intérieur. Ma compagne de chambre dormait à point fermé. Il me restait 1 heure ou 2 devant moi. Mon esprit trouva par chance de quoi se repaître. En captivité, Robert Bruce passait le temps de façon aussi agréable qu'il soit en observant l'illustre araignée tisser sa toile. Je ne disposais pas d'une vermine aussi noble, mais je crois bien avoir fait quelques découvertes dignes d'intérêt pour l'histoire naturelle. J'étais sur le point de sombrer une fois pour toutes quand un petit bruit attira mon attention. Quelque chose avait atterri sur la courte pointe. C'était l'occasion ou jamais d'étudier ces curieuses bestioles, des cafards sortis prendre leur petit déjeuner. Sans doute déçus de voir que le plat principal manquait à l'appel, ils parcouraient l'édredon en tous sens, puis s'entretenaient un moment. Après l'un de ces conciliabules, ils s'en allèrent chasser ailleurs, me laissant pensive, car j'avais été grandement étonnée de les voir si grands et si agiles. Mrs. Kane s'éveilla. Quelle fut sa surprise lorsqu'elle me vit, les yeux ouverts et toujours sur le qui-vive. Sa patience n'en fut pourtant nullement entamée. Ses mains autour des miennes, elle s'efforça de me réconforter et me suggéra de rentrer chez moi. Elle me garda à l'étage le temps que la pension se vide, puis m'emmena boire un peu de café et manger un petit pain au sous-sol. Toujours murée dans mon silence, je la suivis ensuite dans notre chambre où je retrouvai mon poste, avec une mine de chien battu. Mrs. Kane était de plus en plus soucieuse. « Qu'est-ce que je peux faire ?» répétait-elle. « Où habitent vos amis ?»« Je n'ai pas d'amis, j'ai des troncs d'arbres. D'ailleurs, où les ai-je mis? J'aimerais les avoir avec moi. » Pour m'apaiser, la chère femme m'assura que je finirais tôt ou tard par les retrouver. Ma folie ne faisait plus aucun doute pour elle. Je lui pardonne volontiers ce pieux mensonge. Ce n'est que dans les épreuves que l'on réalise à quel point la gentillesse et la compassion sont trop rares dans ce monde. Les pensionnaires les plus hardis s'étaient amusés à mes dépens. Elles me rendirent la vie bien dure avec leurs piques incessantes, une manière cruelle de traiter une folle en vérité.
Seule la délicate Mrs. Kane sut faire preuve de sentiments maternels. Elle avait brossé mes cheveux, passé un linge mouillé sur mon front et parlait doucement, telle une mère avec son enfant malade. Aux premières lueurs du jour, elle m'avait enveloppée dans une couverture, puis posé un baiser sur le front en murmurant « Ma petite, ma pauvre petite ». J'admire tant ce petit bout de femme plein de courage et de bonté. J'aurais aimé pouvoir la rassurer, lui murmurer que je n'étais pas folle. S'il existe femme aussi malheureuse que je prétendais l'être, je lui souhaite de croiser sur son chemin un cœur aussi noble que cette Mrs. Rhys Kane. Le juge Duffy et la police. Reprenons le fil de notre récit. Mrs. Stannard apparut. Je recommençai de plus belle à jouer la comédie. Elle m'exhorta au calme. Sans doute souhaitait-elle que je débarrasse le plancher sans faire d'histoire. N'ayant nullement l'intention de lui faire ce plaisir, je me contentai de rechasser mon couplet sur les troncs égarés. Finalement, les deux femmes décidèrent de demander l'aide d'un policeman. Lorsque Mrs. Stannard s'engouffra dans la cour, coiffée de son bonnet, je pus me féliciter d'avoir remporté ma première victoire. Elle revint bientôt, accompagnée de 2 grands policemen à la ferme carrure, qui, redoutant sans doute d'avoir affaire à forte partie, entrèrent dans la pièce sans faire de manière. L'un d'eux s'appelait Tom Bockert. Je fis mine de ne pas les avoir remarqués. « Pas d'esclandre !» les pria Mrs. Stannard. « Si elle refuse de nous suivre, on devra la traîner à travers la ville, » prévinrent-ils. Je continuai pourtant mon numéro, même si la perspective d'un scandale ne me plaisait guère. Par chance, Mrs. Kane vint à mon secours en leur rapportant mes divagations. Les policemen prétendirent alors vouloir m'aider à retrouver mes troncs et me demandèrent si j'étais prête à me mettre en route. Comme je déclarai que j'avais peur de partir seule avec eux, Mrs. Stannard proposa de m'accompagner, et ils convinrent de marcher quelques mètres derrière nous. Elle rabattit ma voilette sur mon visage, puis nous sortîmes de la pension par la porte du sous-sol. Nous traversâmes la ville sans échanger un mot, suivis de loin par les 2 hommes jusqu'au commissariat. La chère femme m'assura qu'il s'agissait de la poste où mes troncs avaient toutes les chances de se trouver. Je pénétrai dans le bâtiment en tremblant sur mes jambes, non sans raison. En effet, j'avais quelques jours plus tôt rencontré le capitaine McCulloch lors d'un meeting à la Cooper Union. S'il se trouvait à l'intérieur, c'en était fini de mes projets. J'enfonçai autant que possible mon canotier sur mon front et me préparai mentalement à l'affronter. Sans surprise, je trouvai l'imposant capitaine debout à côté d'une table de travail. Il m'examina attentivement, tandis que son collègue, assis au bureau, s'entretenait à voix basse avec Mrs. Stannard et l'agent Tom Bockert. « Êtes-vous Nelly Bouron ?» demanda-t-il. « Il me semblait que c'était bien là mon nom, » lui répondis-je. « D'où venez-vous » Je déclarai que je n'en avais pas la moindre idée. Mrs. Stannard lui dit tout ce qu'elle savait à mon propos, lui rapportant mon étrange comportement et ma nuit d'insomnie. Selon elle, je n'étais qu'une pauvre fille rendue folle par de mauvais traitements. Elle échangea ensuite quelques mots avec les 2 hommes et il fut décidé que l'agent Tom Bockert nous conduirait au tribunal. « Suivez-moi, » me dit-il, « je vais vous aider à retrouver vos troncs. » Je leur témoignai, à lui et à Mrs. Stannard, une vive reconnaissance. Sur le chemin, je répétais à l'envi ma petite histoire et attirai leur attention sur la saleté des rues et l'excentricité des passants. « C'est la première fois que je vois de tels personnages. Qui sont ces gens ?» Mes accompagnateurs ouvrirent des yeux ronds, croyant très certainement que j'étais étrangère. « C'étaient des ouvriers, m'apprirent-ils. » Quand j'observai qu'il y avait trop de travailleurs pour trop peu de travail, l'agent Bockert me dévisagea comme si j'étais décidément perdue. Nous croisâmes sur le chemin des policemen désireux de connaître la raison de mon arrestation, et nous fûmes bientôt escortés par une bande d'enfants déguenillés aux drôles de parler. « Ben c'est quoi qu'elle a fait, monsieur l'agent? Où est-ce que vous l'emmenez? Vous l'avez dénichée où, celle-là? Pas trop mal, la belette. » La pauvre Mrs. Stannard était terrorisée. Les événements prenaient un tour résolument intéressant. Nous arrivâmes enfin devant le tribunal, petit édifice devant lequel était attroupée une foule de curieux. Comme mon cas ne me semblait pas suffisamment grave, je demandai si toutes ces personnes étaient elles aussi venues pour leur tronc. « Oui, » répondit l'agent Bockert. « La plupart aimeraient mettre la main dessus. »« Ils ont l'air étrangers ?»« Vous avez raison, ils viennent à peine d'arriver en Amérique. Ils ont perdu leur tronc et nous employons beaucoup d'énergie à les aider dans leurs recherches. » Il nous introduisit dans la salle d'audience du tribunal de police du marché d'Essex, où allait enfin être tranchée la question de ma folie.
Le juge Duffy siégeait derrière un bureau surélevé, semblant distribuer en abondance le lait de la tendresse humaine. Je craignis que la gentillesse qui se lisait sur chaque trait de son visage ne jouât en ma défaveur, et c'est donc l'estomac noué que je suivis Mrs. Stannard à la barre. Tom Bockert venait d'y faire son rapport. « Approchez-vous, » dit un officier de police judiciaire. « Comment vous appelez-vous » ? « Nellie Brown, » fis-je avec un léger accent. « J'ai égaré mes troncs. Auriez-vous l'amabilité de m'aider à les retrouver » ? « Est-ce que vous venez d'arriver à New York ?» ?»« Pas du tout. Effectivement, cela faisait déjà quelque temps que j'étais en ville. »« Mais vous êtes à New York à présent. »« Non, » répliquai-je l'air incrédule. « Je n'y ai jamais mis les pieds toute ma vie. » « Cette jeune fille vient de l'Ouest. Ça s'entend à son accent, » déclara-t-il avec une assurance qui me fit blêmir. Sur ce, un homme ordinaire du Sud rétorqua qu'il avait reconnu l'accent de son pays, tandis qu'un troisième affirmait que j'avais l'accent de l'Est. Mon interrogateur finit par se tourner vers le juge. « Votre honneur, il s'agit d'une affaire abracadabrante, et cette jeune personne ignore qui elle est et d'où elle vient. Mieux vaut régler cette affaire sans tarder. » Je balayai du regard l'étrange assemblée d'hommes et de femmes qui m'entouraient. Leurs vêtements et leurs figures laissaient transparaître des vies de labeur, de misère et de mauvais traitements. Certains s'entretenaient vivement avec leurs amis, d'autres restaient plantés sur leurs chaises, la mine battue. Ici ou là, des officiers de police joufflus et bien mis contemplaient passivement la scène, indifférents au drame qui se jouait devant eux. Ils ne la connaissaient que trop bien, leur histoire. Un pauvre diable de plus, au bas d'une liste qui avait depuis longtemps cessé de les intéresser. « Approchez, jeune fille, et levez votre voilette, je vous prie, » ordonna le juge d'une voix sévère qui tranchait avec son apparente bonhomie. « À qui croyez-vous donc vous adresser » fis-je d'un ton très digne. « Veuillez approcher et découvrir votre visage, ma chère. Si la reine d'Angleterre se trouvait parmi nous, je lui aurais fait la même demande, » se radoucit-il. « Voilà qui est mieux. Je ne suis pas la reine d'Angleterre, mais j'accède à votre requête. » Je m'exécutai sous le regard attentif du petit juge. Puis, d'une voix aimable, celui-ci reprit. « Alors, que vous arrive-t-il, mon enfant ?»« Il n'y a rien de bien méchant. Seulement, j'ai égaré mes troncs, et cet homme, je pointai l'index en direction de l'agent Bockert, m'a promis de m'aider à les retrouver. »« Que savez-vous de cette jeune fille ?» gronda le juge à l'intention de Mrs. Stannard, qui se tenait pâle comme un linge et toute tremblante à mes côtés. « Pour dire vrai, presque rien. Elle est arrivée à la pension hier et y a passé la nuit. »« Comment ça, la pension ?» demanda vivement le juge. « La pension pour travailleuses située au numéro 84 de la 2e avenue. »« Quelle place y occupez-vous ?»« Je suis l'assistante de la propriétaire. »« Eh bien, dites-nous tout ce que vous savez de cette affaire. » Hier, alors que je gagnais à pied mon travail, j'ai remarqué cette jeune femme qui marchait seule sur l'avenue. Je venais d'arriver à la pension quand elle a sonné la cloche. Je lui ai donné une chambre pour la nuit, comme elle me l'a demandé. Plus tard dans la journée, elle m'a dit qu'elle soupçonnait les pensionnaires d'être folles. Au bout du compte, elle est montée dans sa chambre, mais est restée assise sur son lit toute la nuit. Avait-elle de l'argent sur elle ? Oui, répondis-je à la place de Mrs. Stannard. J'ai payé le logement et le couvert. Mais très franchement, je n'ai jamais aussi mal mangé de ma vie. Plusieurs visages s'animèrent d'un sourire, et j'entendis quelqu'un commenter, plutôt lucide pour ce qui est de la nourriture. « La chère enfant, » soupla le juge Duffy. « Sa toilette et ses manières sont élégantes. Je donne ma main à couper, c'est une jeune femme de qualité. Sans doute la chérie de quelqu'un. » Des rires fusèrent dans la salle d'audience. Je réprimai un gloussement en portant mon mouchoir aux lèvres. « J'entends par là qu'elle doit être la fille chérie de sa maman, » reprit prestement le juge. « Celle-ci est certainement en ce moment même à sa recherche. La malheureuse me fait penser à ma défunte sœur. Je vais faire pour elle tout ce que je peux. » Le calme revint. Plusieurs agents de police me gratifièrent d'un regard bienveillant. Béni soit ce juge au grand cœur, puissent les âmes tourmentées avoir affaire à un homme aussi généreux. « Il est fort dommage qu'aucun reporter ne soit là, » dit-il au bout d'un moment. « Leur aide nous aurait été fort utile pour tirer au clair cet imbroglio. » Je ne pus m'empêcher de frémir, car s'il y a bien une personne capable de fleurir une supercherie, c'est un journaliste. Plutôt affronter un bataillon d'aliénistes, de policemen et de détectives que de me frotter à 2 brillants collègues. Je répliquai.
Je ne vois pas en quoi tout cela peut m'aider à retrouver mes troncs. Ces hommes sont impudents de me dévisager comme ils le font. Je refuse de rester une minute de plus ici. J'abaissai ma voilette et priai pour qu'une bonne histoire retienne mes confrères jusqu'à mon internement. Vraiment, je ne sais pas quoi faire, dit le juge visiblement préoccupé. Cette pauvre enfant a besoin de soins. Envoyez-la sur l'île, proposa quelqu'un. Surtout pas, s'exclama Mrs. Stannard. Je vous en prie, c'est une dame, elle va en mourir. Je me retins de secouer la chère femme par les épaules. Elle essayait de me tenir éloignée de l'objectif que je me donnais tant de peine à atteindre. Dans les circonstances qui nous occupent, ces louables efforts étaient tout bonnement horripilants. Quelqu'un lui aura joué un mauvais tour, avança le juge. À mon avis, on l'a droguée puis emmenée à New York. Préparez les papiers. Je l'envoie passer des examens à l'hôpital Bellevue. Dans quelques jours, une fois l'effet des drogues dissipé, elle nous racontera son histoire rocambolesque, à coup sûr. À la demande du juge Duffy, l'agent Beaucaire me conduisit avec Mrs. Stannard dans son bureau. Peu de temps après, le magistrat nous y rejoint et annonça que j'étais originaire de Cuba. Oui, répondis-je avec un sourire. Comment le savez-vous? Oh, je le sais, ma chère, voilà tout. Maintenant, dites-moi un peu. Dans quel coin de l'île habitez-vous? Dans une hacienda. Une ferme, donc. Vous connaissez certainement la Havane, alors? Si, Senor. La ville n'est pas très loin de chez nous. Comment avez-vous deviné? Je connais très bien cet endroit. Ne voulez-vous pas m'indiquer le lieu exact où vous vivez? Demanda-t-il enjôleur. J'ai oublié, répondis-je, morose. C'est à cause de cette sempiternelle migraine. Je ne veux pas qu'on m'importune. Toutes ces questions ne font que l'empirer. C'était là la stricte vérité. N'ayez crainte, on ne vous embêtera plus. Reposez-vous un instant, dit le juge avant de prendre congé. La porte s'ouvrit alors sur un officier de police judiciaire et un reporter. Je redoutais tant d'être percé à jour que je tournai aussitôt la tête et m'écriai. Je ne veux voir aucun journaliste. Le juge a promis qu'on me laisserait tranquille. Cette fille n'est pas plus folle que vous ou moi, déclara l'officier. Puis les deux hommes tournèrent les talons. Je fus pris de panique. Avais-je commis ma première erreur en refusant de parler à un confrère? Si j'avais pu donner l'impression d'être saine d'esprit, j'étais bien décidée à la défaire. Je bondis sur mes pieds et me mis à arpenter le bureau au pas de course, la pauvre Mrs. Stannard pendue à mon bras. Qu'on me laisse sortir, je veux voir mes troncs. Pourquoi s'acharne-t-on sur moi? Et je continuai de la sorte jusqu'à ce que le juge revienne, accompagné d'un médecin. Déclarée folle. On a drogué cette malheureuse enfant, expliqua le juge au médecin. Je vous serai reconnaissant de la traiter avec les égards qu'elle mérite. Se tournant ensuite vers Mrs. Stannard, il lui demanda si je ne pouvais pas rester quelques jours de plus à la pension, le temps que l'on découvre mon identité. Fort heureusement, elle répondit que si elle permettait une chose pareille, il ne leur resterait plus qu'à mettre la clé sous la porte. Comme je redoutais qu'une coquette somme d'argent ne lui fasse changer d'avis, je déclarai que la nourriture y était infecte, et qu'il était hors de question que je retourne là-bas. Vint ensuite l'examen médical. De figure intelligente, ce docteur ne semblait pas être homme à se laisser duper. Je décidai toutefois de pousser plus loin la plaisanterie. Tirez la langue, ordonna-t-il brusquement. Il y avait vraiment de quoi rire. Je vous ai demandé de tirer la langue, répéta-t-il. Je n'ai pas envie, répondis-je en toute bonne foi. Vous devez pourtant. Vous êtes malade et je suis médecin. Je me porte comme un charme. Je veux seulement retrouver mes troncs. Je finis par céder, et il observa ma langue d'un air pénétré. Il prit également mon pouls et écouta mon cœur. J'ignorais comment bat le cœur d'un fou, mais dans le doute je retins ma respiration puis haletai pour reprendre mon souffle. Le médecin testa ensuite la réactivité de mes pupilles en les éclairant. Il remua sa main à 2 centimètres de ma figure et examina une nouvelle fois mes yeux. Je m'efforçai de regarder droit devant moi sans cligner les paupières, y compris quand il eut retiré sa main de devant mon visage. « Quelle drogue avez-vous prise » demanda-t-il. « Je vous demande pardon » fis-je interloqué. « J'ignore de quoi vous parlez. » Ses pupilles étaient déjà comme ça quand elle est arrivée à la pension. Elles n'ont pas changé depuis, commenta Mrs. Stannard. Je m'apprêtais à lui demander d'où elle tenait pareille information, mais me ravisai. Elle a pris de la belladone, trancha le médecin.
Pour la première fois de ma vie, je me félicitais d'avoir le regard myope. Comme je souhaitais être sincère autant qu'il m'était possible, je lui dis qu'il n'avait pas le droit de retenir contre son gré une personne qui ne souffrait que d'un défaut de la vue. Il écrivit longuement dans un grand et mince calier, puis déclara qu'il comptait me raccompagner à mon domicile. En réalité, il avait été chargé par le juge Duffy de me conduire à l'hôpital pour s'assurer que j'y recevrais les meilleurs soins. Ayant pris de l'assurance grâce à mes récents succès auprès d'un médecin, d'un juge et de bien d'autres personnes encore, j'abaissai ma voilette en exultant lorsqu'il m'informa qu'un véhicule nous attendait dehors. « Je suis ravie que nous fassions le trajet ensemble, » répondis-je. J'étais effectivement sur un petit nuage. Sous la garde de l'agent Beaukert, je retraversai la salle d'audience bondée, puis sortis par une porte dérobée derrière laquelle stationnait une ambulance. Nous pénétrâmes d'abord à l'intérieur d'un bureau encombré d'épais registres et de policemen qui jouxtaient les grilles du tribunal. Le médecin abrégea leur interrogatoire en affirmant que les papiers étaient en règle et qu'il était inutile de chercher à obtenir des renseignements que j'étais incapable de leur fournir. Je lui en sus gré, car mes nerfs avaient déjà été mis à trop rude épreuve. Une sorte de balourd voulut me faire monter de force dans l'ambulance, mais je m'opposai à lui si vivement que le médecin et l'agent Beaukert m'offrirent leurs bras en manière de galanterie. Cela ne suffit pourtant pas à m'apaiser. « C'est bien la première fois que je vois une voiture de ce genre, » m'écriai-je. « Je n'irai nulle part à son bord. » Mais je me radoucis au bout d'un moment, comme le prévoyait mon plan. Jamais je n'oublierai ce trajet. Une fois que je fus allongé sur la couverture jaune, le médecin prit place à côté de la portière. Les larges grilles s'ouvrirent, et les curieux qui s'étaient attroupés devant reculèrent pour laisser sortir l'attelage. Tous voulaient voir la folle. Constatant mon agacement, le médecin me demanda la permission de fermer les rideaux. Ce qui fut accordé, mais n'empêcha pas les enfants de nous poursuivre en vociférant pour tenter de glisser un œil à l'intérieur de la cabine. Le voyage se révéla plutôt distrayant, quoique affreusement agité. Je m'agrippais tant bien que mal à tout ce qui s'offrait à moi, pas grand-chose en vérité, tandis que le cocher fendait l'air comme si nous étions en fuite. L'hôpital Bellevue. Troisième étape de mon périple, l'hôpital Bellevue apparut enfin. L'ambulance s'immobilisa brutalement devant l'édifice et le médecin mit pied à terre. « Combien de malades amenez-vous » demanda une voix. « Une seule, pour le pavillon. » Un homme à l'air pâteau m'extirpa de la voiture comme s'il craignait que je ne lui oppose la vigueur d'un éléphant. Devant ma mine dégoûtée, le médecin lui intima l'ordre de me laisser tranquille, me souleva doucement et me reposa au sol. Je contournai avec majesté les curieux venus voir l'infortuné du jour et entrai dans un petit bureau sombre qu'occupaient plusieurs individus. L'homme assis à la table de travail ouvrit un registre et se lança dans un interrogatoire sans fin. Face à mon silence obstiné, on ordonna de me conduire dans le pavillon des aliénés. Un solide gaillard me saisit si fermement le bras que j'en éprouvai une vive douleur. Mon sang ne fit qu'un tour. « Comment osez-vous me toucher ?» Il desserra sa prise et je le secouai avec une force insoupçonnée. « Je ne suivrai personne d'autre que cet homme, » dis-je en pointant le médecin de l'index. Le juge m'a confié à ses soins. Celui-ci m'offrit son bras, et nous suivîmes notre butor à travers la salle des malades, jusqu'au pavillon des aliénés, où nous accueillit une infirmière à coiffe blanche. « Cette jeune femme partira avec le prochain bateau, » l'informa mon protecteur. Lorsque je le vis sur le départ, je le suppliai de ne pas me laisser, à quoi il répondit qu'il souhaitait déjeuner et que je devais attendre sagement son retour. Comme j'insistais, il affirma que cela ne ferait pas bon effet si j'assistais à l'amputation qu'il s'apprêtait à pratiquer avec un confrère. Il me croyait donc capable de gober pareil mensonge. C'est alors qu'un hurlement à vous faire dresser les cheveux sur la tête nous parvint de l'extérieur. J'avais beau être vaillante, je ne pus m'empêcher de frémir en songeant à mes prochaines compagnes de cellule. Comme je manifestais de la nervosité, le médecin dit à l'infirmière « Ce charpentier fait décidément trop de bruit », avant de prétendre que des artisans travaillaient à la construction de nouveaux bâtiments. Je le suppliai de ne pas m'abandonner, en vain. Il me promit de faire au plus vite, puis partit pour de bon, scellant mon sort de patiente d'un asile d'aliénés. Dos à la porte, je contemplais le décor qui s'offrait à moi. Un grand hall, au sol nu et aux murs briqués, à la blancheur typique des institutions publiques. À l'arrière, plusieurs portes blindées cadenassées. Des bancs et quelques chaises d'osier pour tout ameublement. De part et d'autre, 2 rangées de portes qui, je le découvrirai plus tard, menaient aux chambres. 2 pièces supplémentaires flanquant chaque côté du hall. À droite, un salon,
À gauche, un petit réfectoire. Robe noire, coiffe et tablier blanc, une infirmière montait la garde, armée d'un trousseau de clés. Elle s'appelait Miss Ball. Les patientes, puisqu'on leur donne ce nom, pouvaient compter sur la gentillesse et le dévouement de la bonne à tout faire, une vieille Irlandaise prénommée Mary. En plus de moi, il y en avait 3 en tout. Je me remis prestement au travail, persuadée que le prochain médecin me renverrait sur le champ dans le trop vaste monde. Je quittai donc mon poste d'observation pour aborder une certaine Miss Anne Neville qui souffrait d'épuisement. Ancienne femme de chambre, elle avait été envoyée en convalescence chez des religieuses, puis transférée à l'hôpital Bellevue quand son neveu, un garçon de restaurant qui pourvoyait jusqu'alors à ses besoins, s'était retrouvé sans emploi. « Vous n'avez donc aucune maladie mentale ?» mentis-je. « Aucune. Les médecins m'ont embrouillé l'esprit avec leurs questions bizarres, mais mon cerveau fonctionne à merveille. » Ce pavillon est pourtant réservé aux personnes atteintes de démence, n'est-ce pas? Oui, mais qu'est-ce que je peux y faire? Les médecins refusent de m'écouter et il est inutile de compter sur l'aide des infirmières. Sans que je sache trop pourquoi, je tirais une certaine satisfaction à savoir Miss Neville aussi saine d'esprit que je l'étais moi-même. Quant à la deuxième patiente, elle m'eut l'air plutôt dérangée. Mais à vrai dire, j'ai croisé nombre de femmes pauvres qui, sans qu'on les eût considérées folles, ne semblaient pas avoir davantage les idées en place. Je ne tirai pas grand-chose de la dernière patiente, Mrs. Fox. Elle déclara que son état était sans espoir, avant de retomber dans son mutisme. Une certaine Miss Scott, frêle infirmière au teint de porcelaine, prit son service. Une fois qu'elle eut coiffé son calot, elle dit à Miss Ball d'aller déjeuner. Puis s'adressant à moi, « Vous, ôtez votre chapeau. »« Il n'en est pas question. J'attends le bateau, » répondis-je. « Vous n'irez nulle part. Autant que vous le sachiez, vous êtes dans un hôpital psychiatrique. » Elle ne m'apprenait rien que je ne sache déjà. Pourtant, sa cruauté me scandalisa. « On m'a emmenée ici de force. Je ne suis ni folle ni malade. Je n'ai rien à faire dans cet endroit, » répondis-je. « Vous n'êtes pas prêt de sortir si vous vous obstinez à désobéir, » rétorqua Miss Scott. « Veuillez retirer votre chapeau ou bien je m'en chargerai moi-même. Je n'ai qu'à sonner cette cloche pour avoir de l'aide. Alors vous allez l'enlever, oui. »« Non, j'ai froid, et vous ne pouvez pas m'obliger à le faire. Je vous donne 2 minutes. Ensuite, j'emploierai les grands moyens. Je vous préviens, ce ne sera pas agréable. Si vous retirez mon chapeau, je vous retire le vôtre, comme vous voudrez. » Miss Scott fut alors appelée à l'entrée. Craignant que mon entêtement ne trahisse une santé de fer, j'enlevai chapeau et gants et restai sagement assise. Mon estomac commençait à crier famine, mais heureusement je vis Mary préparer le repas en 2 tours de main. Elle tira un banc jusqu'à une table sommaire, puis invita les patientes à se rassembler autour du festin, plaçant devant chacune une petite assiette de fer blanc contenant une pomme de terre et un morceau de viande bouillie. Les aliments n'auraient pas été plus froids s'ils avaient été cuisinés la semaine précédente. Ils n'avaient en outre lié connaissance avec aucune sorte d'assaisonnement. En me voyant dans mon coin, Mary me porta mon assiette et demanda « Vous auriez quelques pennies, mon petit ?»« Comment ?» fis-je surprise. « Vous auriez quelques pennies, mon petit, que vous pourriez me donner ?»« De toute façon, ils vous les prendront, alors autant que ce soit à moi que vous les donnez. » Je comprends aujourd'hui les motifs d'une telle requête, mais je ne souhaitais pas lui graisser la patte si tôt dans le jeu, de peur de bénéficier d'un quelconque traitement de faveur. Je répondis donc que j'avais perdu mon sac, ce qui était vrai après tout. Ce refus ne sembla pas refroidir Mary. Quand je repoussai l'assiette de fer blanc, elle alla m'en chercher une autre de porcelaine et, devant mon air obstiné, m'offrit un verre de lait et un biscuit salé. Le vent s'engouffrait par les fenêtres ouvertes du hall, mettant au supplice ma nature sudiste. Le froid devint à ce point insupportable que je m'en plaignis à Miss Scott et Miss Ball. Elles répliquèrent sèchement que je ne pouvais pas attendre davantage d'un endroit comme celui-ci. Je n'étais manifestement pas la seule à souffrir de ces températures, mais les infirmières portaient, elles, d'épais vêtements qui les gardaient bien au chaud. Je leur demandai la permission d'aller me coucher. « Certainement pas, » répondirent-elles en chœur. Miss Scott secoua un vieux châle pour en faire partir les mites et me le tendit. « Il est en bien piteux état ?» commentai-je. « Il y en a qui auraient la vie plus facile si elles ne faisaient pas tant les fières, » rétorqua Miss Scott. « Quand on vit de la charité, on ne fait pas de caprices. » Je me couvris les épaules avec le châle mangé au mythe, puis m'assis sur une des chaises d'osier. L'ayant ramené sur ma tête pour me réchauffer le nez, je me laissai gagner par la torpeur. Mais il me fut bientôt arraché.
Miss Scott et un nouveau médecin apparurent devant moi. En guise de salut, celui-ci lança. Tiens, ce visage me dit quelque chose. Nous serions-nous déjà rencontrés? Demandai-je avec un enthousiasme forcé. Il me semble bien. D'où venez-vous? De chez moi. Et où est-ce chez vous? Cuba. Vous ne saviez pas? Il s'assit à côté de moi, prit mon pouls, examina ma langue et, au bout d'un moment, reprit. Veuillez indiquer votre nom à Miss Scott. Ah non, je refuse de parler à une femme. Que faites-vous à New York? Rien du tout. Avez-vous un emploi? No, senor. Dites-moi, vous ne seriez pas une de ces filles de mauvaise vie? Je ne comprends pas cette question, répondis-je, empli de dégoût. Avez-vous laissé des hommes vous entretenir? Je me retins de lui donner un soufflet et répondis plutôt. Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. J'ai toujours vécu chez moi. À la fin d'une série de questions aussi inutiles que grotesques, il s'entretint un moment avec l'infirmière. Démente, cela ne fait aucun doute, l'entendis-je dire. Son cas laisse peu d'espoir. Il faut la placer dans une institution spécialisée. Et voici comment je passai haut la main mon deuxième examen. Après cet épisode, mon aplomb augmenta autant de fois que diminua mon estime pour le corps médical. Je compris qu'on ne peut établir avec une totale certitude la folie de quelqu'un qui ne manifeste aucune violence. Plus tard, dans l'après-midi, une femme et son fils pénétrèrent dans le pavillon. La première prenant place sur un banc et le second rencontrant Miss Scott pour s'entretenir avec elle. Peu de temps après, l'homme gratifia sa mère d'un hochement de tête puis disparut. Cette femme avait l'air en bonne santé. Je ne pus toutefois connaître son histoire, car elle ne s'exprimait qu'en allemand. J'appris seulement son nom. Mrs. Louise Chance. Elle était certes un peu désorientée, mais elle s'exécuta avec diligence lorsque les infirmières lui mirent un ouvrage de couture entre les mains. À 15 heures, nous eûmes droit à un peu de bouillon de gruau, suivi 2 heures plus tard d'une tasse de thé et d'un morceau de pain. Je ne pus avaler ni l'un ni l'autre. Alors Mary m'offrit un bol de lait et un biscuit salé. Au moment même où les becs de gaz furent allumés, une 6e patiente fit son entrée. C'était une jeune fille de 25 ans qui avait été obligée de garder le lit pendant une longue maladie. Son apparence confirmait ses dires. Elle semblait avoir subi les assauts d'une fièvre violente. Je souffre désormais de neurasthénie, expliqua-t-elle. Mes amis m'ont envoyée ici pour que je guérisse. En la voyant si confiante, je n'osais lui dire où nous nous trouvions. À 18h15, Miss Ball voulut finir son service. Elle nous assigna à chacune une chambre, nous ordonna de nous dévêtir. J'obéis et enfilai la combinaison de flanelle qu'elle me tendit. Elle fit un ballot de tous mes vêtements, l'étiqueta sous mon faux nom, puis l'emporta. Elle s'assura ensuite que la fenêtre à barreaux était bien fermée, et après m'avoir donné, à titre exceptionnel, précisa-t-elle, une couverture supplémentaire, elle disparut pour de bon. La couche était passablement inconfortable, avec son oreiller garni de paille et son matelas si dur qu'on n'aurait pas pu y faire une bosse. Un morceau de toile cirée le protégeait. J'essayai de le réchauffer tant bien que mal, mais dus me résoudre à rendre les armes à l'aube. J'avais espéré prendre un peu de repos lors de ma première nuit à l'asile. Quelle déception! Intriguées par la nouvelle venue, les infirmières de nuit s'invitèrent dans ma chambre. Après leur départ, j'entendis une voix demander à rencontrer Nellie Brown. C'était un reporter qui enquêtait sur moi et souhaitait examiner mes vêtements. Je fus soulagée quand l'infirmière lui répondit que j'étais à 1 degré de folie avancée. Voilà qui était encourageant. Une fois le reporter parti, ce fut un médecin qui demanda à me voir sans indiquer la raison de sa visite. Il entra dans ma chambre, accompagné d'un autre homme. J'imaginais le pire. Nellie Brown, ce médecin aimerait s'entretenir avec vous, dit l'infirmière. Si tel était son souhait, je pouvais aisément le réaliser. Je pointai le nez hors des couvertures et levai les yeux, rassurée par ce que je découvris. Un jeune homme, bien fait de sa personne, mais ayant tout l'air d'un gentleman, se tenait devant moi. Si par la suite certaines personnes ont pu blâmer son indiscrétion, je reste convaincue qu'il ne pensait pas à mal. Il s'assit sur mon lit et passa un bras autour de mes épaules. J'avais les plus grandes difficultés à me concentrer. Seules les jeunes femmes comprendront ce que j'entends par là. « Comment vous portez-vous ce soir, Nelly » demanda-t-il avec nonchalance. « Bien, ma foi, » répondis-je. « Vous êtes pourtant malade ? Vraiment ?» Je tournai mon visage vers l'oreiller et souris. « Quand avez-vous quitté Cuba, Nelly ? Vous savez donc où je vis ? » « Absolument. Vous ne vous souvenez pas de moi ?
Moi, je me souviens de vous. Vraiment? Jamais je n'aurais pu oublier sa figure. Son ami se contentait de me fixer du regard. Une fois que j'eus répondu honnêtement à ses questions, ils me laissèrent seule. Mais ce ne fut que le début des contrariétés. Les infirmières se faisaient la lecture à voix haute et se levaient toutes les 30 minutes pour jeter un œil dans les chambres, martelant le sol de leurs bottines avec la légèreté d'un régiment de dragons. J'étais certaine que les autres patientes avaient au moins autant de mal à trouver le sommeil que moi-même. Les cris qui nous parvenaient du pavillon des hommes rendaient notre attente plus sinistre encore. Lorsque le jour pointa enfin, les infirmières battirent les œufs pour le petit déjeuner, ce qui aiguisa ma faim. Puis la cloche de l'ambulance, avec son nouveau lot d'infortunés, sonna le glas de la vie et de la liberté. Ainsi se déroula la première nuit d'une pauvre folle à l'hôpital Bellevue. Objectif en vue. 6 heures venaient de sonner, au matin du dimanche 25 septembre, quand les infirmières m'arrachèrent les couvertures. Debout, il faut se lever. Elles ouvrirent la fenêtre, laissant le grand frais pénétrer dans la chambre, puis me rendirent mes vêtements. Une fois habillée, je me laissai guider vers une table de toilette, où les autres patientes se débarbouillaient des dernières traces de sommeil. À 7 heures tapantes, Mary nous servit un bol de bouillon de volaille peu ragoûtant. Il faisait froid comme dans une glacière. Je m'en plaignis à une infirmière qui rétorqua que l'institution avait pour règle de ne pas chauffer avant octobre et que, de toute façon, les conduites de vapeur d'eau n'avaient même pas été installées. Quand le petit déjeuner fut terminé, les infirmières de nuit nous coupèrent les ongles à ras avec de petits ciseaux. Peu après, un jeune médecin entra dans le pavillon et je fus conduite au salon. « Qui êtes-vous » me demanda-t-il. « Nelly Moreno. » « Dans ce cas, pourquoi avoir indiqué que vous vous appeliez Brown? Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien du tout. On m'a amenée ici de force. À présent, je veux partir. Me laisserez-vous partir à la fin ?»« Si vous m'accompagnez dehors, vous ne vous enfuirez pas ?»« Ça, je ne peux pas vous le promettre, » répliquai-je en souriant. Je poussai un long soupir devant sa gracieuse figure. Il me demanda ensuite s'il m'arrivait de voir des visages sur les murs ou d'entendre des voix. Je m'efforçai de lui répondre de mon mieux. « Entendez-vous des voix la nuit ?»« Oui, tous ces bavardages m'empêchent de dormir. »« C'est bien ce que je pensais, » murmura-t-il pour lui-même. Puis en me fixant du regard, « Et ces voix, que disent-elles ?»« Eh bien, je ne leur prête pas vraiment attention. Elles parlent de Nelly Brown et de toutes sortes de sujets qui ne m'intéressent pas, » fis-je le plus sincèrement du monde. « Ça fera l'affaire, » lança-t-il à Miss Scott, qui était postée à l'entrée. « M'autoriserez-vous à sortir maintenant ?»« Oui, » fit-il avec un rire satisfait. « Vous sortirez bientôt. »« J'aimerais quitter au plus vite cet endroit. Il y fait très froid. »« Elle a raison, » dit-il à l'infirmière. « Il fait un froid de loup. Vous allez vous retrouver avec plusieurs cas de pneumonie sur les bras si vous n'y prenez pas garde. » Sur ces paroles, je sortis du salon et m'assis près de la porte pour ne rien perdre des autres consultations. À quelques détails près, elles furent semblables. Le médecin demanda à chaque patiente si elle voyait des visages sur les murs ou entendait des voix. Pas une seule affirma avoir de telles hallucinations, je peux en témoigner. Mary nous servit à 10 heures du bouillon de bœuf fade et à midi un morceau de viande froide accompagné d'une pomme de terre. À 15 heures et à 17h30, nous eûmes pour collation un petit bol de gruau, puis une tasse de thé avec une tranche de pain. Nous avions froid et nous avions faim. Après le départ du jeune médecin, les infirmières nous donnèrent des châles en nous recommandant de faire quelques pas dans le hall pour nous réchauffer. Ce fut toute la journée un défilé continu de gens venus voir la mystérieuse cubaine. Je m'emmitouflai dans mon châle comme dans un capuchon. Plusieurs visiteurs, à la recherche d'une jeune fille disparue, demandèrent à voir mon visage. Mais une fois que ce fut chose faite, ils déclarèrent « Dieu merci, je ne la connais pas » ou « Ce n'est pas elle ». J'eus également la visite de James F. O'Rourke, qui m'examina à son tour pour éprouver ses talents. Il revint par la suite accompagné de femmes élégantes et d'hommes du monde impatients de rencontrer la fameuse Nelly Brown. Bien plus ennuyeux, les reporters ne cessaient d'affluer. J'étais tourmentée à l'idée que leurs esprits rusés réussissent à me percer à jour. Ils ne manquaient jamais de courtoisie et se montraient respectueux dans toutes leurs questions. Depuis la fenêtre du petit salon, le jeune et charmant médecin de la veille recommanda à l'infirmière de les autoriser à m'interroger, car il pourrait ainsi aider à établir mon identité. Je passai dans l'après-midi un autre examen avec le docteur Field. Peu bavard, il me posa toutefois une série de questions parfaitement déplacées concernant mes fréquentations, mes amants et mes projets de mariage.
Il me fit tendre les bras puis remuer les doigts, ce que je fis bien volontiers. Il déclara alors à son tour que mon cas laissait peu d'espoir. Le numéro se répéta avec les autres patientes. Peu de temps avant qu'il ne parte, Miss Tilly Maillard découvrit qu'elle se trouvait dans le pavillon des aliénés. Elle fonça vers lui pour demander des explications. « Vous venez juste de comprendre que vous êtes dans un asile ?» fit-il. « Mes amis m'ont envoyé au pavillon de convalescence pour que je me remette d'une récente maladie. Je veux sortir immédiatement. »« Allons bon, rien ne presse, » répondit-il en riant. « Si vous êtes un tant soit peu compétent, vous devriez voir que je suis saine d'esprit. Allez-y, interrogez-moi. » « Nous avons tout ce qu'il nous faut pour le moment, » se contenta de répondre le médecin. Sur ce, il tourna les talons, condamnant la pauvre femme à rester probablement jusqu'à la fin de ses jours chez les fous, sans lui avoir donné la moindre chance de s'expliquer. La nuit se passa, en tout point semblable à la précédente. Nous ne nous étions habitués ni aux incessants bavardages des infirmières, ni à leurs pas tonitruants. Au petit matin, elles nous prévinrent que notre départ aurait lieu à 13h30. Persuadée que mon amant m'avait jeté dans le monde et obscurci l'esprit, elle cherchait sans cesse à me soutirer des informations. Tout comme les reporters, plus enragés que jamais dans leur tentative d'obtenir quelques révélations. Miss Scott leur interdit néanmoins de me parler, ce dont je lui fus grandement reconnaissante. Sans ça, le mystère aurait tôt fait d'être résolu, car certains me connaissaient, au moins de vue. Warden O'Rourke revint s'entretenir brièvement avec moi. Il nota son nom dans mon carnet, parce que, indiqua-t-il à l'infirmière, j'aurais probablement tout oublié dans l'heure. Un sourire retroussa mes lèvres. Il ne devrait pas en être si certain. D'autres personnes demandèrent à me voir, mais aucune ne fut en mesure de fournir des informations sur ma personne. Midi sonna à l'horloge. Avec l'imminence de mon départ pour Blackwell's Island, je redoutais chaque nouvelle visite. Une infirmière me tendit enfin un châle, mon chapeau et mes gants. Ma fébrilité était telle que je dus déployer des trésors de concentration pour les mettre. Quand le gardien vint nous chercher, je fis mes adieux à Mary et glissai quelques pennies dans sa paume. « Dieu vous protège, mon petit, » dit-elle. « Je vais adresser une prière au Seigneur pour vous. Soyez courageuse, vous êtes jeune. Vous trouverez bien comment vous sortir de là. » Je répondis que je ne perdais pas espoir, puis saluai en espagnol Miss Scott. Le gardien m'empoigna et m'emmena, moitié en me traînant, moitié en me poussant, jusqu'à l'ambulance. Un groupe d'étudiants en médecine observait notre manège avec intérêt. Je me couvris la tête avec le châle, puis m'engouffrai dans la voiture. Miss Neville, Miss Maillard, Mrs. Fox et enfin Mrs. Chance montèrent à leur tour, suivis d'un homme qui fit claquer la portière. Notre convoi put alors passer la grille de l'hôpital en grande pompe, direction la Victoire. Pas une ne cherchait à s'enfuir. Sans doute l'haleine alcoolisée de notre gardien leur avait-elle coupé les jambes. Lorsque nous atteignîmes le quai, la cohue fut telle qu'il fallut appeler la police pour disperser les curieux. Guidé par le gardien, je franchis la dernière la planche, titubant à cause des relents de whisky que la bise me soufflait au visage. Il me conduisit dans une cabine malpropre où je trouvai mes compagnes d'infortune tassées sur un petit banc. Les minuscules hublots étaient fermés et, avec la puanteur ambiante, on respirait à grand-peine. Je passai en me pinçant le nez devant une couchette à l'odeur pestilentielle. On y allongea une jeune fille malade. Une vieille femme, coiffée d'un énorme bonnet et portant un panier rempli de quignons de pain et de restes de viande, vint également s'ajouter à notre petit groupe. 2 femmes avaient été mandatées pour garder l'entrée. La première portait une simple robe de coutil, mais la seconde s'était visiblement pomponnée. Elles étaient trapues et sans beauté, crachant entre leurs dents du jus de tabac avec adresse, à défaut de grâce. L'une de ces horribles créatures pensait pouvoir nous soumettre à coups de regards tranchants, car lorsqu'une patiente se levait ou s'approchait d'un des hauts hublots, elle lui ordonnait de s'asseoir en fronçant les sourcils et en fixant sur elle un œil furibond. Depuis leur poste, elles bavardaient d'une manière ni édifiante ni raffinée, avec les hommes qui s'affairaient sur le pont. Le bateau fit un premier arrêt, et la vieille femme et la malade furent débarquées. On nous demanda de rester tranquilles. À l'arrêt suivant, nous mîmes pied à terre. Je gagnai le quai avec l'aide d'un homme et d'une femme et m'avançai vers l'ambulance où attendaient les 4 autres patientes. « Où sommes-nous » demandai-je à l'homme qui avait les doigts enfoncés dans la chair de mon bras. « L'asile de fous de Blackwell Island, votre dernière destination. » Sur cette réponse, il me poussa dans l'ambulance puis releva le marchepied.
Un policeman et un facteur sautèrent à l'arrière et notre convoi s'ébranla. À l'asile. À bord de l'ambulance qui longeait à toute allure les pelouses bien entretenues de l'asile, je savourais ma réussite un court instant, rapidement refroidi par les visages désemparés des autres patientes. Pauvres femmes.